Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la rédaction de l'ADN pour l'émission Tendance. La première émission de la rentrée, on est hyper content de vous retrouver évidemment. Et on a décidé de changer un peu la formule. Donc jusqu'à maintenant, on racontait une tendance qu'on avait décryptée sur les dernières semaines, voire plusieurs mois. Et cette semaine, on va vous raconter les articles qu'on a écrits, enfin que l'équipe a écrits pour vous au courant de cette semaine. Et donc revenir chacun sur des sujets qui sont assez différents, mais qui nous permettent de revenir sur l'actualité de la semaine. Le principe, en revanche, n'a pas changé d'un point de vue technique. Vous avez le chat sur lequel vous pouvez échanger entre vous déjà pour commencer, et puis avec nous. Et puis surtout l'onglet questions, un peu plus à droite, toujours du côté du chat. Et n'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'à partir de 12h20, l'équipe est à votre disposition pour y répondre. Cette semaine, nous allons donc avoir plusieurs sujets différents. On va commencer par toi, David. Bonjour David, David Julien Ramil, spécialisé des médias. Et cette semaine, David a décidé de nous parler d'une rencontre qu'il a faite avec Aude Favre et Sylvain Louvet, les deux journalistes qui ont réalisé ce documentaire qui est passé sur France 2 dans l'émission Complément d'enquête. Alors, le documentaire en soi est intéressant, mais en plus, il y a eu pas mal d'incidences. Donc, David, tu vas nous raconter tout ça. Margot Dussert, qui chez nous travaille plutôt sur la question de la créativité. Donc Margot, tu continues ton exploration des nouveaux métiers du numérique. Tu nous avais parlé de ces métiers, notamment la dernière fois, tu nous racontais les designers de mode. Et là, tu vas nous raconter les photographes in-game, donc les photographes qui sont spécialisés sur les jeux vidéo. Laure, tu as fait la rencontre de Christian Clot, cet explorateur qui fait toujours des trucs assez dingues et des explorations qui sont aussi des explorations scientifiques. Donc, tu vas nous raconter ce que rapporte Christian Clot de 40 jours passés dans une grotte avec 14 inconnus. Et puis, Marine et Marin. Marine Proté, tu as testé pour nous une nouvelle appli, l'appli Humanity, qui a une promesse assez forte puisqu'elle nous promet de nous rendre plus jeunes ou en tout cas de nous empêcher de vieillir. Donc, tu vas nous dire si ça marche. Marin, tu as été emballé par une appli qui, elle aussi, vient de sortir, qui s'appelle Polémix et qui est censée calmer les débats sur Internet et les rendre non seulement audibles, mais en plus intelligents. On meurt d'impatience de découvrir ça avec toi. David, c'est avec toi qu'on commence. Donc David, tu as expérimenté, tu as regardé évidemment le documentaire Fake News, la machine Afrique. Et il semble que ça a fait bouger les lignes comme jamais auparavant. Ouais, effectivement, donc le magazine, jeudi 2 décembre, le magazine de France 2, Complément d'enquête, a diffusé Fake News, la machine Afrique, donc, qui est réalisé par les journalistes Aude Favre et Sylvain Louvet. Aude Favre, on en avait déjà parlé sur l'ADN, notamment parce qu'elle tenait la chaîne YouTube Aude What the Fake, donc, dans laquelle elle décryptait les fake news. C'est pour dire à quel point ce sujet l'intéresse. Et donc, ils ont fait une enquête qui a duré voilà, 1 an. Au cours duquel ils se sont penchés sur le business des fausses informations et les théories du complot. C'est parti d'un rapport en fait qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle un rapport du Global Disinformation Index, et qui pointait du doigt le fait que ce business-là générait au minimum 235 millions de dollars par an, ne serait-ce que pour la publicité. Et ça, c'est vraiment la fourchette très basse. Donc, on n'avait pas tout dit sur les fake news, parce que tu as beaucoup publié toi-même sur les fake news. Il y a eu beaucoup de sujets, beaucoup de documentaires. Qu'est-ce qu'on a appris là? Ouais, alors en fait, ce qui est intéressant dans l'angle du documentaire, c'est surtout ça s'intéresse au financement, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux personnalités, où on débunk évidemment les théories du complot et les fake news, mais on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que tous ces articles, toutes ces vidéos sont faites. C'est que ça rapporte un fric monstrueux, et du coup, c'est un point qui est assez peu connu. Donc en fait, ce qui est pas mal, c'est que les deux journalistes ont exploré l'ensemble de la chaîne de production, donc depuis les plateformes de financement participatif comme Tipeee, qui vont financer des youtubeurs ou des documentaires complotistes, jusqu'à Google, qui détient le monopole de la publicité sur le web et qui permet à des sites comme The Gateway Pundit, qui fait partie des 200 premiers sites web américains et qui est totalement complotiste, d'engranger jusqu'à 200 000 dollars par mois. Donc c'est vraiment des sommes considérables. D'ailleurs, je vous propose de voir un petit extrait vidéo du documentaire.
si tu peux le lancer, Nassim. Et si vous me demandez mon avis, est-ce que je suis content, moi, Michael Goldman, d'avoir un antisémite sur mon site? Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte comme réponse? Enfin, ça tombe sous le sens. Le fait que vous me posiez la question aujourd'hui, le fait que je sois obligé de me défendre, moi, je ne fais que perdre du temps et de la réputation à faire ça. Mais c'est parce que ce monsieur, qui n'a pas été condamné a priori, est sur le site, que je peux dire à tous les autres, sachez que si vous êtes sur Tipeee et que vous n'avez pas été condamné par justice, vous pourrez venir ici tranquillement, on vous foutra jamais dehors. Alors, comme tu le dis, il y a plein d'acteurs qui participent à cette chaîne. Ici, on voit les fondateurs de Tipeee. Qu'est-ce qu'ils nous racontent en quoi ils sont responsables et en quoi ils sont investis là-dessus? Alors, en fait, sur ce qui frappe vraiment dans tout ce documentaire, c'est qu'il ressort de la plupart des acteurs, au minimum une forme de désinvolture, au pire une forme d'irresponsabilité. Donc on a vu effectivement Tipeee qui s'est évidemment posé la question de savoir, voilà, est-ce qu'on bafoue la liberté d'expression ou est-ce qu'on fait de la censure? C'est une vraie question, on va revenir tout à l'heure dessus. Mais on entend des choses aussi beaucoup plus incroyables. On a notamment des acteurs publics qui font de la publicité qui est diffusée sur des sites complotistes et qui disent bah, écoutez, moi, je m'en fiche de savoir où c'est diffusé. Tant que ça touche Madame Michu et qu'elle sait qu'il faut qu'elle paye ses impôts, peu importe qu'elle ait vu ça sur un site qui fait la promotion de théories du complot. Les marques, c'est un peu la même chose. Beaucoup ne s'engagent pas vraiment dans ce qu'on pourrait appeler des campagnes de publicitaires éthiques, alors que elles ont totalement l'occasion de le faire. Haute Fave me disait il y a des marques que l'on retrouve jamais sur les sites de complotisme, ce qui veut bien dire que si on fait un peu attention, c'est tout à fait possible de ne pas s'afficher là-dedans. Et puis on a des grandes agences de communication comme Publicis qui assurent qu'elles mettent en place des listes noires pour ne pas alimenter en publicité des sites de complotisme ou de fake news. Et en fait, on se rend compte quand on les met devant les faits que ce n'est absolument pas le cas. Même chose pour Google d'ailleurs, qui quand on lui demande de démonétiser des sites ne le fait que sur une page ou sur un article en particulier, c'est vraiment minable. Enfin, il n'y a rien d'autre, ça ne fait aucun effet, quoi. Mmh. Alors du coup, le documentaire a été diffusé le 2 septembre, donc c'est hyper récent et apparemment les choses ont déjà bougé. Ils ont Ouais. réussi à obtenir des résultats. Alors j'avoue que j'ai rarement vu une efficacité pareille en tant que journaliste. Tout d'abord, donc on a Google qui a retiré quelques jours après toutes ses publicités du site Gateway Pundit. C'est vraiment énorme. Et on a appris aussi ce matin qu'ils retiraient leur publicité de France Soir. Voilà. On ne sait pas si c'est vraiment en rapport direct avec le documentaire, mais il y a de fortes chances quand même que ça le soit. Et il y a aussi évidemment une grosse polémique sur la plateforme Tipeee suite aux polémiques qu'on a pu entendre. Il y a énormément de youtubeurs qui ont décidé dans un espèce de grand mouvement commun de partir de la plateforme aussi parce qu'ils ont le choix et d'aller sur Utip ou sur Patreon ou sur d'autres plateformes. Mais j'ai envie de dire que ça reste encore en débat, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que y a un autre youtubeur et streamer qu'on connaît bien ici à l'ADN qui s'appelle Danny Caligula qui réfléchit sur tout ce qui est censure, mise en place de la politique sur le web et lui, il estime que c'est pas forcément une bonne chose de laisser dans les mains des plateformes privées le soin de censurer des contenus. Donc il se placerait plutôt du côté des dirigeants de Tipeee en disant certes, ils laissent la place aux fachos et aux antisémites, par exemple, pour s'exprimer tant qu'ils ne sont pas condamnés, mais en même temps, on a vu sur d'autres plateformes qui sont plus restrictives, la parole de la communauté LGBT ou queer complètement censurée parce que ça ne plaît pas aux annonceurs. Et donc, en tout cas, le débat, il est vraiment très très vif à ce niveau-là et il dit qu'il faut se méfier, quoi. En tout cas, ça fait une rentrée en fanfare. Hein. Cette semaine, c'était les journées de l'UDECAM, donc les professionnels de la publicité en médias. Donc, ça leur fait un bon sujet de réflexion pour cette rentrée 2021. Margot, tu t'es intéressée à un nouveau métier, un nouveau hobby. En fait, c'est à la moitié un hobby, la moitié un métier. Les screenshot capture artistes. Les photographes de jeux vidéo, c'est quoi ce nouveau job? Alors, effectivement, c'est plus un hobby qu'un job, même si certains en vivent dans des studios de jeux vidéo. Photographe de jeux vidéo, si je vais le résumer, en gros, c'est comme faire un safari photo, mais à l'intérieur de mondes virtuels. Le plus souvent, ça se passe dans des jeux vidéo en monde ouvert. C'est des jeux dans lesquels on peut se balader, déambuler, échanger librement avec son environnement. Donc, il y a énormément de liberté dans ce type de jeu. Et c'est là, souvent, que les photographes virtuels prennent des photos. Aujourd'hui, ça se passe surtout sur PC et les photographes, dont vous voyez les clichés défiler à l'écran, utilisent essentiellement le mode photo intégré de ces jeux-là. C'est une sorte de caméra virtuelle qui permet de mettre le jeu en pause, de se balader dans la scène en 3D, de choisir la meilleure prise de vue, la meilleure lumière, puis de shooter finalement. Le résultat est dingue.
Le résultat est dingue. Et le meilleur exemple de ce jeu, des jeux en monde ouvert, typiquement, ça va être le jeu Red Dead Redemption 2, qui est un jeu à la sauce western, qui est très très populaire dans la communauté des photographes virtuels, parce qu'il est très esthétique, très réaliste et surtout très très détaillé en termes de faune, de flore, de paysage. Donc c'est vraiment l'endroit parfait pour prendre des photos à l'intérieur d'un monde virtuel. D'ailleurs, les photographes qu'on voit à l'écran, c'est 3 personnes qu'on a pu interviewer à la rédac. On a Cindy, une joueuse américano-irakienne dont c'est le hobby, qui fait de la photographie virtuelle à titre pour s'amuser. On a Petri, un joueur finlandais qui est passionné de photographie, mais dont c'est aussi le métier, puisqu'il travaille en tant que screenshot capture artiste pour un studio de jeux vidéo. C'est un vrai métier. En fait, il fait de la photographie virtuelle à des fins promotionnelles pour des jeux. Et on a Leonardo, qui est un photographe virtuel brésilien et qui shoot aussi dans la vraie vie. Donc, il fait à la fois de la photo dans la vraie vie, à la fois de la photo dans des mondes virtuels. Alors, on dit beaucoup c'est nouveau, mais tu as découvert que c'était pas si nouveau que ça, en fait. Non, comme souvent dans les jeux vidéo, on arrive un peu en retard et en fait, on observe l'apparition de ces premiers clichés ultra réalistes autour des années 2000-2010. En fait, c'est une période à laquelle des jeux beaucoup plus détaillés, beaucoup plus sophistiqués vont apparaître, comme Skyrim en 2011 ou GTA V en 2013. À l'époque, les modes photo n'existent pas réellement à l'intérieur des jeux, donc il faut aller se débrouiller pour télécharger des logiciels à l'extérieur de ces jeux, pour ensuite avoir une caméra, un mode caméra à installer dans le jeu, à déplacer dans le jeu. Donc voilà, c'était un petit peu plus contraignant à l'époque. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de jeux qui ont des modes photo intégrés, donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible de prendre des photos à l'intérieur de jeux vidéo. Alors du coup, c'est qui les pionniers? Il y a déjà des grandes figures du genre, des gens qui ont été là un peu avant les autres? J'ai pas leurs photos ici, mais ce que je peux faire, c'est vous partager des liens. En fait, en parlant avec eux, en parlant avec ces photographes, il y a souvent un nom qui revient, c'est celui d'un Américain qui s'appelle Duncan Harris, qui est considéré comme le pionnier de la pratique parce qu'il aurait inventé, il y a plus de 10 ans, une manière, une esthétique du moins, de faire de la photo et de faire de la capture d'écran dans les jeux vidéo. Je vais partager ce lien immédiatement avant que j'oublie. Le voilà. Merci. Et on a aussi un certain Robert Overweg qui lui a commencé à prendre des photos bien avant lui, en 2007. Je vous partagerai un lien aussi. Et il y a surtout un joueur américain qui s'appelle Ken Chili, que j'ai trouvé récemment, qui lui s'est fait connaître en 2007 aussi, avec une série de photos en noir et blanc en fait. C'est une série de photos générée par un moteur de jeux vidéo. Et c'est une série qui recrée de célèbres images de la Seconde Guerre mondiale de manière ultra réaliste. Mais c'est assez bluffant. Mais en fait, en parlant aux joueurs, on se rend compte que chaque joueur a sa propre source d'inspiration et a ses propres références. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui s'y sont mis en même temps et dont on ne connaît pas l'existence. Mais tu disais que ce n'était pas vraiment un job, que c'était plus un hobby, mais malgré tout, ça correspond quand même à un job. C'est-à-dire qu'il y en a qui font ça, et notamment chez les éditeurs en fait, de jeux vidéo. Ouais, alors on a la pratique récréative et une pratique à des fins promotionnelles, puisqu'il y a des photographes de jeux vidéo qui bossent pour les studios de jeux. Mais les deux pratiques se sont nourries l'une de l'autre. En fait, on a des artistes qui vont faire de la photo à des fins promo, mais c'est une pratique différente dans le sens où ils travaillent sur des jeux qui sont en cours de création. Donc c'est souvent des jeux qui ne sont pas finis, qui ont encore des glitches, des bugs, donc c'est pas vraiment la même pratique. Aujourd'hui, et surtout depuis le Covid, on en observe de plus en plus, c'est beaucoup plus récréatif, parce que la pratique qui est perçue comme une sorte de... C'est assez méditatif en fait, quand on se balade dans ces jeux-là, quand on les prend en photo. Pour certains, ça revient à faire du tourisme virtuel, à s'évader, voire à remettre un petit peu de poésie dans le quotidien quand on est isolé face à la pandémie. Et en fait, on remarque d'ailleurs que sur Instagram, il y a beaucoup plus de clichés. La pratique a vraiment élargi son cercle d'adeptes. Et il y a d'ailleurs un compte Instagram que je peux vous partager qui s'appelle Gamergram, qui compile vraiment les meilleurs clichés de ces photographes-là. Et ce qui t'a un peu étonné, et on était tous bluffés de découvrir que du coup, il commence à émerger une génération de photographes qui, dans les jeux vidéo, arrivent à avoir un style hyper déterminé. Non seulement un style, mais en plus, ils prennent des angles différents dans leur pratique. Ouais, ce qui est assez étonnant, c'est que chaque artiste, ou créatif du moins, se distingue par le choix de ses prises de vue. Il y a une technique, chacun a sa technique différente, chacun a son genre de prédilection. On a certains qui se refusent totalement à la retouche pour conserver la pureté du jeu. Il y a vraiment un gros respect vis-à-vis des créateurs de jeux. En revanche, on aura d'autres qui vont faire que du portrait, d'autres que de la photo de vie sauvage. Encore certains qui vont faire que du noir et blanc. Voilà, ça va vraiment varier. Et récemment, j'ai même découvert un photographe qui s'appelle Alan Butler, qui est américain et qui, lui, ne fait que de la photo documentaire virtuelle. Et en fait, il ne joue qu'à GTA. Il se balade dans GTA toute la journée et en fait, il se met dans la peau d'un photojournaliste et il va documenter la vie des personnages secondaires de ce jeu-là, qui sont souvent des personnages très pauvres, qui vivent dans la misère.
Et la ville d'ailleurs s'appelle Los Santos, donc c'est la ville fictive de Los Santos, et il va se balader dans les rues de cette ville fictive. Il ne va prendre en photo que des gens pauvres, qui mendient en fait. Des personnages secondaires qui n'ont pas de... D'ailleurs, tu Exactement. reviendras sur cette pratique dans quelques Exactement. jours avec des sujets que tu vas développer là-dessus. Du coup, on parle beaucoup d'économie de la passion. Est-ce que cette nouvelle passion, ce nouveau hobby peut avoir un modèle économique? Parce que ça marche comment? On peut en vendre des photos prises dans les jeux vidéo? C'est vrai que le bas blesse, non, pas vraiment, parce que les photographes virtuels ne peuvent pas vendre leurs clichés dans le sens où la paternité de ces photos est attribuée au studio de jeu, forcément, puisqu'ils n'ont pas créé les jeux. Donc, ils n'ont pas le droit, techniquement, de vendre leurs clichés. Mais quand on leur demande s'ils veulent le faire, en général, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas envie. C'est juste un hobby. Il y a un trop gros respect, en fait, finalement, vis-à-vis des directeurs artistiques des jeux et vis-à-vis de ces studios pour pouvoir vendre leur travail, en fait. Donc, ils font juste ça de manière récréative. Et c'est vraiment quelque chose de très communautaire. Et ça, je ne pense pas que ça devienne quelque chose de plus mercantile. Mais en tout cas, à date, oui, c'est pas l'objet. Laure, de ton côté, tu as fait paraître une interview qui est parue d'ailleurs en une aujourd'hui de Christian Clot, l'explorateur, qui nous épate toujours avec des récits complètement fous. Donc, qu'est-ce qu'il a été encore nous inventer sur ce coup-là? Tu nous parles de sa dernière exploration. Ouais, alors sa dernière exploration en date, est assez hors du commun. En fait, il allait s'enfermer dans les Pyrénées, dans la grotte de Lombrive, à plus d'1 kilomètre en fait de l'entrée de la grotte, avec 14 autres personnes, hommes et femmes, pendant 40 jours. Donc là, c'est un contexte assez particulier. Il est quasiment sans lumière, avec un 100% d'humidité et une température en fait constante de 10 degrés. Donc voilà, un univers assez hostile. Pour comprendre pourquoi il a fait ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour comprendre pourquoi il s'est lancé là-dedans, il faut comprendre en fait un peu qui est Christian Clot. Donc c'est en fait un écrivain, mais surtout un explorateur qui a derrière lui plus de 20 ans. Plus de 20 ans d'exploration, toujours dans des milieux très intenses, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'Amazonie, la Cordillère des Andes et également le désert des Caloutes, qui est en ce moment à l'image, qui est donc le désert le plus chaud du monde en Iran. Et en fait, au fil de ces voyages, il a voulu se concentrer sur quelque chose qui est bien comprendre et analyser en fait les processus d'adaptation, aussi bien des animaux, des végétaux, mais surtout des humains en milieu hostile. Pour cela, il a du coup lancé un institut qui est le Human Adaptation Institute, dont la mission est de se pencher sur cette question de comment est-ce que les hommes peuvent apprendre à réagir en fait une fois qu'ils sont catapultés dans des environnements nouveaux de manière brusque. Voilà. Oui, il travaille avec un certain nombre de scientifiques, parmi les meilleurs d'ailleurs, avec vraiment les neuroscientifiques notamment, puisque c'est vraiment comment le cerveau réagit. Et du coup, Deep Time, ce temps de vie dans une grotte, c'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est que pendant 40 jours, ces personnes, tous les participants vont être immergés, donc sans repère temporel, sans lumière, et ils vont devoir en fait réussir à trouver leur propre rythme. Donc là, vous les voyez à l'entrée de la grotte. L'idée, c'est que en fait, l'institut doit essayer de comprendre et d'analyser de manière la plus précise possible si le cerveau va ou pas se transformer au fil de cette immersion. Et si oui, si c'est de manière durable ou pas. L'objectif, c'est aussi de comprendre en fait tous les circuits sensitifs et émotifs qui vont pousser les participants à prendre telle ou telle décision au fil de leur immersion, parce qu'on sait qu'en temps de crise, quand on est immergé dans un contexte à haut stress, c'est souvent ces circuits-là qu'on a tendance à solliciter pour prendre des décisions. Et du coup, il y a tout un système d'ailleurs de mesures. C'est ça. Donc, en fait, tous les participants sont soumis à un IRM avant l'entrée dans la grotte et après la sortie de la grotte. Il y a aussi des caméras qui sont disposées à l'intérieur pour essayer de voir comment est-ce que les interactions sociales, rapprochement, éloignement des participants s'opèrent. Et ils sont aussi... les participants ont aussi des capteurs en fait et des électrodes qui vont surveiller et enregistrer leur activité cérébrale. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près du corps et de la physiologie pour voir comment est-ce que le changement va créer ou pas des différences en fait profondes chez nous. Et Christian t'expliquait qu'il y avait eu un peu 3 étapes dans ces 40 jours. C'est ça. En fait, ce qui est important de retenir en fait de l'expérience, c'est que donc tous les résultats, la partie en fait physiologique, biologique des résultats sera attendue plutôt pour 2022. En tout cas, en attendant, on a déjà pu confirmer certaines
certaines choses. Donc la première, la plus évidente, mais voilà, c'est quand même bien de le démontrer par une expérience, c'est que l'homme a besoin des uns des autres en fait pour survivre en milieu hostile. Hein. Quand il dépend de la survie, il faut aller en fait au-delà de la collaboration et aller plutôt vers la coopération. Donc quelque chose en fait qui induit de se projeter sur l'autre et son contexte. On a aussi pu conclure qu'il n'y a effectivement pas de différence de capacité d'adaptation entre les genres et les métiers. Ce qui fait la différence, c'est vraiment l'injection originelle qu'on met dans l'envie de s'adapter. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et un troisième sujet qui avait déjà été en fait confirmé par d'autres expéditions, notamment spatiales, c'est que l'homme est capable de s'adapter en un temps très très court. Donc là, c'est 40 jours, ça suffit pour parcourir ces 3 phases d'immersion dans la grotte. La première, elle est assez évidente, c'est qu'en fait, sans repère temporel, sans normes, sans injonction professionnelle quelconque, chaque individu va se désynchroniser du groupe, c'est-à-dire qu'ils vont petit à petit se lever à l'heure du petit déjeuner, dormir 1 heure, dormir 14 heures, et petit à petit, le groupe va s'éclater en différentes sous-entités. Mmh. Petit à petit, au fil des jours, le groupe se resynchronise. Donc ça se fait sur les premières semaines. Les gens peuvent réinteragir et sont capables en fait de conduire des projets qui relèvent en fait tout simplement de la survie. Donc c'est aller chercher de l'eau. Et en 3e étape, du coup, il faut aller un tout petit peu plus vite parce qu'on a encore... Et la 3e étape est la plus importante, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, voilà, le groupe se resynchronise et autour de ces projets positifs. Donc en fait, pour aller au-delà de la survie, donc évidemment aller chercher de l'eau, etc., c'est bien. Il faut se projeter sur des projets. Donc là, en l'occurrence, c'était par exemple topographier la grotte, recenser toutes les espèces zoologiques pour voilà, insuffler en fait une nouvelle impulsion au groupe pour sortir de l'apathie. L'apathie qui est causée par la fatigue mentale et physique, causée par le fait de devoir voilà, vivre dans un cadre complètement nouveau. Ouais. Et la conclusion de Christian, c'était pour être moins apathique, il faut se fédérer autour de projets positifs. Ça fait plutôt plaisir comme conclusion. Marine et Marin, vous avez testé pour nous 2 applications. Marine, tu as été voir du côté des transhumanismes dont on n'avait plus trop de nouvelles. Donc le transhumanisme n'est pas mort. Non, les revoilà. Et effectivement, j'ai testé une application qui est assez anxiogène, certainement moins que d'être enfermée dans une grotte pendant 40 jours, mais bon, quand même. Donc, elle s'appelle Humanity. C'est une application, c'est une start-up anglaise qui l'a lancée. Donc, elle a été lancée au Royaume-Uni début août et elle sera lancée mondialement le 15 septembre. Donc, cette application dont je vais vous mettre le lien dans le chat, permet en fait tout simplement de calculer son rythme de vieillissement et elle promet de le ralentir, voire de carrément l'inverser. Donc, comment fait-elle pour faire ça? Donc, en fait, du coup, j'ai pu un peu tester l'application en avant-première. Donc, j'ai dû répondre à un espèce de questionnaire sur mes habitudes de vie, ce que je mangeais, ce que je fume, je bois, à quelle fréquence, etc. Donc, des questions assez basiques. L'application m'a dit que mon rythme de vieillissement était rapide, voilà, désolée pour moi, mais que heureusement je pouvais le ralentir. Et donc là, en fait, Humanity se présente un petit peu comme un jeu, c'est-à-dire on a un score qui s'appelle le Humanity Score qu'on peut faire monter, et plus ce score monte, en fait, plus notre rythme de vieillissement ralentit. Donc voilà, si vous marchez plus d'une demi-heure par jour, bah, vous gagnez des points. Si vous mangez sainement, vous gagnez des points aussi, etc. Oui, tu n'as pas appris grand-chose apparemment sur les bonnes pratiques à non, mettre en voilà, place. c'est c'est de ma question au fondateur de cette application, parce que finalement, on connaît déjà ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé. Il y a déjà aussi pas mal d'applications qui permettent de mesurer le nombre de poids, ce qu'on mange, est-ce qu'on dort bien, etc. Mais alors lui, ce qu'il avance, en fait, c'est que son application permet de donner un conseil qui est personnalisé. C'est-à-dire, elle va pas dire à toute personne, vous devez marcher 10 000 pas, mais elle va donner des conseils de vie, des actions à faire qui seront personnalisées à chaque utilisateur. Comment elle fait ça? En fait, il s'appuie sur ce qu'on appelle les biobanques. Donc, c'est des banques de données de santé qui sont mises en place dans certains pays. Donc, le Royaume-Uni, on a une, l'Estonie aussi, les États-Unis aussi, en France, il n'y en a pas encore. Et en fait, donc, par exemple, au Royaume-Uni, ce sont les données de santé de 500 000 personnes volontaires qui sont suivies sur le très long terme. Donc, on va suivre leurs tests sanguins,
la survenue de certaines maladies cardiovasculaires, de cancer, leur éventuelle hospitalisation, bref, un suivi en fait sur le très long terme et très précis, qui est notamment normalement utilisé par des chercheurs en fait, mais qui là commence à être mis à disposition à des boîtes privées, donc comme Humanity, qui en profitent en fait pour du coup développer des applications qu'on pourrait qualifier de transhumanistes. Donc c'est un peu ce mouvement qui était réservé plutôt aux milliardaires de la Silicon Valley qui est en train de se démocratiser et de devenir grand public avec des applications que les gens peuvent utiliser. Alors justement, d'ailleurs, à l'occasion de cet article, tu t'es réintéressé à ce mouvement et tu as pu voir que du côté de la Silicon Valley, ça bouge beaucoup, et notamment par le biais d'une entreprise dans laquelle les plus grands de la Silicon investissent à foison. Oui, exactement. Bah, vous avez peut-être vu passer cette information parce que c'est une entreprise qui a été un peu plus médiatisée que Humanity. Elle s'appelle Altos Lab. Donc, c'est une entreprise de la Silicon Valley. On en a parlé récemment puisque la revue, le MIT Technology Review, a appris en fait que Jeff Bezos avait investi massivement dans cette entreprise. Donc là, c'est une entreprise de biotechnologie. Et on ne sait pas très bien exactement où ils veulent aller, mais apparemment, ils travailleraient en fait sur un moyen de régénérer les cellules en laboratoire afin d'allonger la durée de vie des animaux et plus tard des humains. Donc voilà, il y a eu 2 annonces un peu concomitantes sur le sujet du transhumanisme. Donc à mon avis, c'est un sujet qu'on va devoir certainement suivre ces prochains mois. Bon. Merci beaucoup, Marine. Mara, on termine par toi. Merci beaucoup d'avoir attendu patiemment pour nous parler de Polemix. Polemix, une petite appli qui essaye de faire de l'info un peu différemment. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui t'a complètement emballé? Ouais, bonjour à tous. Alors Polemix, c'est une sorte de réseau social qu'on va pouvoir décrypter ensemble, dont le fond et la forme invitent à repenser notre façon de débattre sur Internet. Graphiquement, grosso modo, vous êtes un peu sur TikTok, avec ce même principe de vidéos qui se succèdent rapidement, sauf qu'ici, les idées qui priment, et le vrai concept, en gros, c'est de faire parler des jeunes pousses extrêmement brillantes, sorties de grandes écoles, Cambridge, Yale, à travers le monde, et leur laisser le soin de construire des argumentaires fiables sur des questions d'actualité. Alors, le Covid a-t-il été créé en laboratoire? Trump va-t-il manquer aux États-Unis? Peu importe le sujet, ces jeunes esthètes y répondent en vidéo face cam, avec éloquence et avec le souci, évidemment, de vérifier au mieux leurs informations. Alors, pourquoi ça t'a paru si différent que toutes les applis d'information, les sites d'information? Qu'est-ce qui t'a paru complètement étonnant? Eh bien, c'est que jusqu'ici, on est donc face à un réseau social qui n'en est pas vraiment un, parce que seules les personnes sélectionnées par l'application peuvent proposer du contenu. Mais alors, en entrant sur la plateforme, vous allez me dire quel est votre rôle. Eh bien, lorsque vous débarquez sur Polemix, c'est principalement votre capacité d'écoute qui est stimulée pour réagir à un contenu, pas d'espace commentaire, seulement 2 boutons, l'un mentionnant « Vous m'avez convaincu » ou l'autre « Je respecte votre opinion, mais je ne suis pas tout à fait d'accord ». Ah oui, Alors donc on est très très loin du like, dislike, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est très habile parce que l'interface est pensée pour éradiquer la haine de la discussion de manière très pragmatique, malgré les dissidences. Et donc, chaque intervenant peut prendre parti sans s'attirer une foule de haters, ce qui détonne assez bien avec les autres réseaux. Donc, sur Polémique, une opinion a priori impopulaire a tout le temps d'exister. Elle n'est pas l'objet d'insultes de tous les côtés. Et puis voilà, surtout, justement, sur la plateforme, chaque voix compte. Concrètement, cela signifie que vous ne risquez pas d'être orienté seulement vers ce qui vous parle. Sur chaque question, l'algorithme se charge de vous faire entendre le pour, le contre, de façon à ce que le débat soit jamais trop polarisé et que vous puissiez prendre du recul. Donc en somme, peu importe l'avis exprimé, chaque vidéo aura la même chance d'être mise en avant par la plateforme, pourvu que le discours soit clair et respectueux. Donc on est très très loin du système bulle de filtre dont on a tellement parlé. Donc, c'est intéressant de voir ça. Effectivement, je suis d'accord. Tu as regardé qui est derrière ce projet, l'équipe fondatrice? Oui, c'est ça. J'ai envie de vous dire, qui d'autre que des amoureux de la rhétorique pour se charger d'un tel projet? Alors, d'abord, d'un côté, il y a Yann Sielecki, président des débats sur la démocratie du New York Times, également chargé d'écrire les discours de l'ex-président argentin Macri. De l'autre, on a peut-être un nom qui vous reviendra, Ismaël Emelien, qui était conseiller en communication d'Emmanuel Macron durant sa campagne,
ou encore le boss de tous, Harish Natarajan, premier humain à débattre avec une intelligence artificielle et détenteur du titre de meilleur débatteur de tous les temps pour son nombre de victoires en concours d'éloquence. Rien que ça. Ouais. Donc, tout cela pour dire que les piliers du projet ont tous une carrière en lien avec la force du débat. Ils savent exactement de quoi ils parlent. Et donc, en réalisant finalement le potentiel de tous ces débats au cours de leur carrière, au cours de leurs interventions, ils ont décidé de faire passer ces échanges, parfois très électrisants, mais en tout cas respectueux, à un niveau supérieur. Et puis, à l'échelle du web, Polémix, c'est une invitation à s'interroger sur notre manière de prendre la parole sur les réseaux, sur notre manière de s'informer aussi. Cela s'inscrit très bien dans la lignée de ces réseaux un petit peu alternatifs au sein desquels l'algorithme n'est pas fait pour vous enfermer dans une bulle de plus en plus étroite. Alors, est-ce que tu as quand même un petit bémol, parce que tu étais complètement enthousiaste avec Polémix. Qu'est-ce que tu as découvert qui pouvait peut-être être un frein? Ouais, effectivement, il fallait bien essayer de chercher une petite bête. La seule chose que l'on pourrait peut-être reprocher à ce stade à Polémix, c'est ce côté, disons, cercle fermé, dans lequel tout le monde ne peut pas vraiment intervenir. Mais en même temps, cela reste intéressant parce que la plateforme met en relation plein de jeunes penseurs d'origine, de factions politiques différentes, ce qui fondamentalement participe très bien à la richesse des échanges. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite quand même tous à y jeter un œil. Alors l'ADN a écrit dessus cette semaine pour en résumer les grandes lignes, mais il est bien mieux que vous constatiez à quoi cela ressemble par vous-même pour qu'on puisse en débattre un peu mieux ensemble. Alors justement, et pour finir, on a Arthur qui nous pose une question. Est-ce que vous auriez un code d'invitation à rejoindre Polémix, pardon? Alors, justement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les codes d'invitation pour rejoindre la plateforme sont distribués ou attribués par les détenteurs de la plateforme et donc par les chefs de la plateforme. C'est-à-dire qu'on n'entre pas aussi facilement qu'on ne le pense. Alors, on pourra peut-être préciser un petit peu les modalités d'inscription ou de comment pouvoir entrer sur cette plateforme, puisqu'on aura peut-être la chance de rencontrer Yann Sielecki la semaine prochaine, parce que les critères d'admission ne sont pas très clairs. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas simple, qu'il y a vraiment des critères d'admission et qu'on n'entre pas dessus comme sur TikTok ou n'importe quel autre réseau. Merci Marin. Alors, on a dépassé un petit peu l'horaire pour cette première et cette reprise. Arthur pose une question également sur la moyenne salariale d'un photographe de jeux vidéo, mais je ne suis pas sûre qu'on ait eu le détail de leur fiche de paie pour ceux qui travaillent en jeux vidéo. Très bonne question, très précise, et effectivement, je n'ai pas la réponse, mais je me renseignerai. Oui, tu as eu plusieurs entretiens, peut-être qu'ils peuvent te donner ce détail. Désolée, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Merci à tous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit, de 12h à 12h30, avec toujours l'envie de partager avec vous les articles de la semaine. Merci beaucoup à l'équipe. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.